Aujourd'hui, je m'entretiens avec Caroline Gélineau. Caroline fait toujours partie des Forces armées canadiennes et nous parle de ses 2 missions en Afghanistan. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Caroline, vous vous êtes enrôlée à l'âge de 24 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler? Moi, en réalité, je voulais être policière, mais j'habitais la région de Montréal, puis la région de Montréal, c'était assez difficile pour... j'avais pas ma technique policière. Fait comme ça, avec l'armée, ça venait chercher un peu ce que je voulais avoir dans la police, sauf que c'était pas la même horaire. Fait que ça me plaisait quand même bien. Côté discipline, côté uniforme qui vous attirait? Oui, l'inconnu aussi, de ne pas savoir trop c'était quoi l'émission, pour pouvoir voyager, aller un peu partout, là, dépendant des missions, là. Justement, parlons des missions. Vous en avez fait quelques-unes. Oui, j'en ai fait 2. 2 en Afghanistan, une en 2007, la Roto 4, qui disent le nom de la mission, puis l'autre, c'est la Roto 10, qui est en 2010-2011. Et comment on se prépare lorsqu'on part en mission? Vous étiez quand même relativement jeune. Bon, vous n'aviez pas d'enfant. Mais vous aviez un conjoint. Donc, comment on se prépare avant de partir en mission? Ça a été spécial un petit peu parce que moi, en réalité, je suis rentrée en 2006, puis j'ai fini mon cours, toute ma formation, puis j'ai donné mon nom pour partir. Mon sergent m'avait dit « c'est sûr et certain que tu partiras pas ». J'ai dit « c'est pas grave, je donne mon nom quand même, puis si je pars, bien je pars ». Puis finalement, en dernière minute, j'ai été sur la réserve opérationnelle. Puis ça, c'est comme ceux qui attendent de partir, voir s'il va y avoir de la place ou pas. Finalement, ils sont venus me chercher, puis je suis partie. Fait que moi, j'ai pas fait tout l'entraînement. Comme la préparation, ils vont à Wainwright, en Alberta, pour faire l'entraînement. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai fait un petit entraînement avec le 2e bataillon à ce moment-là. C'est quand même une bonne préparation, là, côté, on fait toutes les mêmes choses, pratiquement les mêmes choses quand on va à Wainwright, c'est juste qu'on est à Québec, parce qu'en même temps, on a un gros terrain. Quand même, là, oui, tout à fait. Et quand on embarque dans l'avion, d'abord, vous étiez combien de femmes à participer à cette mission-là? Dans mon métier, c'est différent. Moi, je suis technicienne en approvisionnement, puis c'est pas mal 50-50, les femmes avec les hommes, là. C'est pas mal séparé, égal. Donc, il y avait autant d'hommes à peu près que de femmes? Moi, dans notre métier, c'est ça. Puis, disons qu'on partait 40, je me rappelle pas exactement le nombre de personnes, bien, on était à peu près une vingtaine de femmes, là. Mais j'ai pas de chiffre exact, là, ça fait quand même 10 ans. Mais non, on est quand même une dizaine, une vingtaine, là, à partir, là. Et quand on arrive sur le terrain en Afghanistan, c'est quoi les premières réactions? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi on s'était préparé ou on s'attendait? Non, je pourrais dire que c'est vraiment un dépaysagement, là. On ne s'attend pas du tout à... C'est vraiment le désert. Puis c'est sûr que oui, il y a beaucoup d'infrastructures et tout ça, mais on s'attend... Moi, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas pantoute à ce que j'ai vu, là. Et qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Bien, comment ça peut être gros? Les bases, les camps, comment ils sont installés. C'est sûr que moi, ma première mission, une partie de la mission, j'étais sur le gros camp qui s'appelle CAF. C'est immense. C'est comme, si exemple, on était à Québec, là, sur la base militaire, avec les mêmes choses, là. Il y avait des restaurants, il y a un gym, puis tous nos aéras de travail, où ce qu'on travaille, c'est assez immense, là. Les Américains, il y a tous les autres pays qui sont là, fait que c'est vraiment immense. Et c'était quoi votre principal travail lors de cette mission-là? J'étais à la numérisation. C'est en réalité les équipements radio, de remettre les équipements radio aux personnes qui en avaient besoin. Puis il y a une moitié de la mission à peu près, j'ai été sur 2 petits camps, 2 FOB qui appellent, les petits camps de base, là, qui appellent pour aller servir les clients qui sont justement sur le terrain avancé. Et lorsqu'on revient de cette première mission-là, vous avez quoi, 24, 25 ans, là? Vous êtes quand même très jeune. Est-ce qu'on voit la vie différemment? Oui. On se trouve chanceux de ce qu'on a, parce que c'est sûr qu'on a pu voir un peu comment ça se passait, puis que les gens là-bas... Moi, il y a une chose qui m'avait marquée, c'est que j'avais été à la messe après Noël, pour Noël, puis l'année d'après, puis j'avais été comme avec le berger, là, avec sa grosse canne, puis tout ça, puis je m'étais dit, crime, on dirait quasiment que c'est comme ça pour eux. Moi, je m'étais vue cette image-là, mais comme dans le temps de Jésus, mais... Et là, vous jouez un rôle, là, c'est ça? C'est parce que là-bas, il y a beaucoup de bergers avec le brebis, puis le mouton, puis ils se promènent, puis il y en a partout, là. Fait que ça avait été spécial. Et au retour de cette mission-là, j'imagine que vous aviez encore le goût d'y aller, puisque vous avez refait une mission quelques années plus tard.
Je pense avoir le goût d'y retourner, je n'étais pas certaine, mais finalement, mon conjoint y retournait. Fait qu'on s'est dit aussi bien y retourner ensemble. Je préférais y retourner en même temps que de rester à la maison puis à attendre, avoir des nouvelles. C'est sûr que même là-bas, on ne se voit pas trop. Même des fois pas, mais au moins, je n'étais pas trop loin, supposons qu'il arrivait quelque chose. Là. Bien, avant d'aborder ce sujet-là, parce que je voudrais qu'on en parle un petit peu, est-ce que votre première mission, vous étiez avec votre conjoint? Oui, notre première mission, justement, j'ai été choisie pour partir parce qu'il avait aussi été de son côté puis il avait donné mon nom pour pouvoir aller en mission avec lui. Là. OK. Donc, la première mission, on se prépare comment quand on est déjà allé une fois? La deuxième mission, pardon. La deuxième mission, c'est sûr que là, c'est différent. On sait quand même où est-ce qu'on s'en va, dans quoi qu'on s'embarque. Fait que c'est sûr que ce côté-là, c'est différent parce qu'au début, la première fois, tu ne sais pas pantoute. Là, je m'y attendais, je savais dans quoi j'allais m'embarquer. Et qu'est-ce qui vous faisait un petit peu, en tout cas, qui mettait les freins à participer à cette deuxième mission? Ma mère. Votre mère? Ma mère, j'avais dit que je ne retournerais pas en mission. Puis que si j'y retournerais, bien qu'on irait en voyage, parce qu'on a un HLT qui appelle un voyage dans le milieu. J'avais dit que si j'avais à y retourner, bien on ferait un voyage, elle viendrait nous rejoindre. Parce que votre mère a trouvé ça difficile la première fois? Oui. Puis est-ce que vous avez d'autres frères ou sœurs qui ont déjà été dans l'armée? Je suis la seule personne qui est dans l'armée. J'ai un frère, puis il n'est pas du tout dans l'armée, loin de là. Donc, pour votre mère, de voir sa petite fille, parce que 24 ans, c'est quand même jeune, partir. Donc, c'est à votre mère que vous pensiez lors du départ de la deuxième mission? Oui. Et comment ça se passe, cette deuxième mission-là? Vous êtes avec votre conjoint? Bien, conjoint, c'est un grand mot, parce qu'en réalité, on n'est pas vraiment conjoint rendu là. Rendu en Afghanistan, on est simplement collègues. Mm-hmm. Mais ça se passe quand même bien, pour vrai. C'est sûr qu'il pouvait me téléphoner quand il avait le temps, parce que lui était en avant sur les bases avancées. Mais il pouvait me téléphoner quand il y avait du temps. Puis sinon, moi, je faisais mon travail, mais en même temps, on est tellement occupés à dire que j'attends pas son appel. J'ai pas le temps d'attendre. Puis lui, est-ce qu'il était dans une unité où ça pouvait être dangereux comparativement à vous? Lui, il était technicien de véhicule, fait qu'il est mécanicien. Fait qu'il était avec les gens sur le terrain. Quand les gens ils se promènent, là, il y a toujours un mécanicien avec eux qui se promène avec eux. Et quand on revient de cette mission-là, est-ce que vous et votre conjoint, vous trouvez que vous avez changé ou vous avez, compte tenu que vous avez vécu les mêmes choses, bien, vous êtes comme au même pied d'égalité? Je sais où ce que lui, je sais dans quoi il s'est embarqué. C'est sûr que je ne sais pas tout ce qui s'est passé parce que je n'étais pas sur le terrain avec lui. Mais je sais que oui, il y a des choses. Je pense que c'est plus facile pour moi de comprendre ce qui s'est passé qu'une personne parce que souvent, quand on vient, on n'en parle pas. Il y a des choses que, genre, il n'aurait jamais parlé si je n'avais pas été dans l'armée. Puis ça, je le sais. On n'a pas tout raconté. On ne raconte pas tout à nos familles non plus quand on vient parce qu'il y a des choses que c'est pas nécessaire. Absolument. Mais c'est quand même une grande expérience, là. Et on parle souvent de la vie civile avec la vie militaire et, bon, que ça peut être difficile pour la population en général de comprendre la vie militaire ou ce que nos militaires vivent. Vous, est-ce que vous trouvez que c'est un avantage d'avoir un conjoint qui est militaire? Pour moi, je trouve ça plus facile parce que, justement, on vit la même chose. C'est sûr que, côté, là, vu que maintenant on a des enfants, ça peut être des fois, il faut vérifier là, parce qu'il faut tant qu'on a un plan B. Si, exemple, il y en a un qui est allé quelque part puis l'autre personne à un autre endroit en même temps. Fait que c'est sûr que ça, il faut faire attention pour ça. Mais sinon, pour moi, je trouve ça avantageux là, d'avoir un conjoint militaire. Parce que vous comprenez l'un et l'autre. Vous avez des enfants? Est-ce qu'il y a d'autres missions de prévues? Et si oui, si jamais il y en avait, est-ce que vous seriez prête à partir? Pour le moment, il devrait pas y avoir, non, parce que moi, je suis au centre d'instruction à l'école. C'est comme l'école qu'il y a à Québec pour former... sur la base? Oui, je pense qu'il y a eu un PP1 qui ont fait justement une émission là, tout à fait. Sur les cours de PP1, les fantassins. Puis moi, je suis là, fait que nous, on dessert les cours, fait qu'on ne bouge pas, on reste là. Mais si j'ai à bouger, peut-être que l'année prochaine, je devrais avoir peut-être une mutation. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que oui, il va y avoir. Là, où ce que j'aimerais aller, c'est un endroit qui ouvre l'émission, qui appelle le 3 CSU. Puis c'est eux autres qui ouvrent les missions à chaque nouvel endroit qu'ils vont. C'est eux qui y vont 3 mois avant le début des opérations des missions. Là, puis ils vont ouvrir puis ils reviennent. Puis ils reviennent à la fin de la mission. Ah, fait que c'est quand même long, là. Ça peut être c'est des 3 mois habituellement. Okay. Soit c'est des par batch de 3 mois qu'on m'avait informé, là, mais c'est pas mal ça. Ça, je trouverais ça pas si pire parce que c'est 3 mois, mais rendu là, je pense qu'on va traverser le pont quand on va arriver. Quand ça sera rendu. Oui.
Bien, Caroline, merci beaucoup pour votre témoignage. Ça a été très agréable de s'entretenir avec vous. Ça fait plaisir, merci. Merci. Je suis au club de golf Le Castor à l'occasion de la 2e édition du tournoi de golf au profit de la maison La Vigile et je suis en compagnie d'un membre du conseil d'administration et organisateur du tournoi, M. Éric Pagé. Bonjour, M. Pagé. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Dites-moi, M. Pagé, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer au sein de la maison de La Vigile? Dans le fond, moi, c'est toute la détresse psychologique qu'on avait au niveau des policiers depuis plusieurs années. On est plus sensibilisé à ça, le choc post-traumatique, les dépressions, le problème d'alcool aussi. Puis on n'avait pas en tant que tel de maison exprès pour nous. Puis ma conjointe travaille pour les Forces armées canadiennes en santé mentale. Puis c'est elle qui m'a fait connaître justement La Vigile. Puis je me suis présenté là-bas, puis j'ai vraiment tombé en amour avec la mission en tant que telle de Jacques Denis, qui est notre directeur. Donc depuis ce temps-là, vraiment, j'essaie de m'impliquer le plus possible, puis de transférer le message, puis de faire connaître La Vigile le plus possible au niveau des corps policiers dans la région de Québec, même dans la province de Québec. Là. Et c'est la 2e édition du tournoi de golf. On espère combien de joueurs aujourd'hui? On espérait 144 à le maximum. On a eu 128, donc je suis très satisfait, malgré ma nature n'est pas avec nous. Donc, oui, on a 128 joueurs, puis avec la soirée, on s'attend environ 150 personnes qu'on va avoir aujourd'hui. Monsieur Pagé, merci beaucoup, puis bon succès pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis en compagnie du directeur général de la Maison La Vigile, M. Jacques-Denis Simard. Bonjour, M. Simard. Bonjour. M. Simard, dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour l'organisme un événement comme celui-ci? C'est un événement très important pour notre partie financière, pour être capable d'arriver dans nos budgets. C'est un événement qui attire aussi beaucoup de monde qui portent la cause à cœur et qui vont nous permettre en même temps de créer de la visibilité pour donner une chance à ceux qui portent une forme d'oser appeler. Et donc, c'est le but principal d'avoir cette visibilité-là au sein d'un terrain de golf comme ici au Centre Castor. Et là, vous prévoyez faire une bonne game? Moi, plus ou moins, mais quand même, j'aime beaucoup jouer au golf. Par contre, je suis avec des bons joueurs. C'est ça, c'est l'art de bien s'entourer. On attend à peu près 120 quelques joueurs, c'est quand même bien. 124 joueurs qui sont inscrits, alors pour nous, c'est très bien. C'est mieux que l'an passé. C'est 23 joueurs de plus que l'an passé. Puis l'an prochain, ça va être encore meilleur. Excellent. Bien, bon succès et bonne journée. Merci à vous. Cette 2e édition a permis de remettre à l'organisme la somme de 10 000 $. Merci à tous les participants. Cette semaine, en mémoire de Tex Lecor qui nous a quittés au cours des derniers jours, nous vous représentons l'histoire de la Rosalie. Mais ce fusil derrière vous a une histoire particulière. Parlez-nous de son parcours. Vraiment particulière. En fait, c'est un fusil Lee Enfield qui a fait la Première Guerre mondiale dans les mains d'un soldat du 22e bataillon. Et ce soldat-là l'a un petit peu abîmé. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde sa surface, toutes les batailles auxquelles le 22e bataillon à l'époque a participé sont inscrites dessus. Ça fait en fait de cette arme un véritable journal de guerre. Et on remarque aussi d'autres inscriptions. Par exemple, il y a une étoile qui relate le nom de la marraine de guerre du dit soldat qui s'appelait Stella. Et évidemment, ce fusil... On n'avait pas le droit de faire ça. Hein? Non, c'était un crime, puis la personne a été chargée. C'est-à-dire que même le fusil a été saisi à 2 reprises. Et ensuite, vers la fin de la guerre, il l'a caché dans une grange. Il est arrivé une attaque au gaz, si bien qu'il n'a pas pu aller la rechercher par la suite. Et il l'a perdu. Il l'a perdu. Il s'agissait donc d'un jeune soldat canadien d'origine française qui a retrouvé ce fusil 38 ans plus tard, et le fusil porte un nom particulier. Pourquoi? En fait, c'est coutume de donner un nom à des objets. On a ici un grand canon installé qui s'appelle Rachel, et ce fusil-là, vraiment particulier, se nomme Rosalie. Ça me dit quelque chose par rapport à une chanson. Pourquoi? En fait, le propriétaire original, la personne qui a été chargée pour avoir sculpté cette carabine-là, se nomme
Henri-Paul Lecor. Tex Lecor. C'est- Le père de Tex Lecor. C'est exactement ça. Merci beaucoup, M. Hamel, pour cette petite histoire et on invite évidemment la population à venir visiter le musée Royal 22e à la Citadelle de Québec. Et ça nous fait plaisir, puis nous sommes ouverts à l'année et c'est un engagement pour nous de recevoir nos vétérans et nos militaires ici à la Citadelle. Merci beaucoup, M. Hamel. Plaisir.